Ce panel entre dans le cadre de la journée porte ouverte de nos masters. Vous savez qu'on a un master en développement économique qui est un master pratique avec beaucoup d'options. 3 options en particulier. La première option, c'est politique économique, analyse économique des projets. On a commencé à faire ça, professeur Bounagna et moi, depuis 2001. Et on a formé beaucoup de cadres qui ont après eu à jouer un rôle important dans le pilotage de la politique économique du pays. Je parle de Dr Seydou Sissal et Dr Abdou Ndenessal. Mariam ici était avec nous. Hein? Donc on a formé beaucoup de gens. Après, il s'est ajouté le master en développement pratique du MDP, qui est un master qui est lancé en réseau, donc par un réseau de 35 universités. Et le secrétariat est Columbia University, et il y a des grandes universités américaines comme UC Berkeley, il y a Emory, il y a des universités canadiennes comme Manitoba, comme Winnipeg, comme Waterloo. Il y a une université indienne qui est TERI, The Energy and Resource Institute. Il y a une université chinoise qui est Tsinghua University. Il y a des universités de France, des universités d'Irlande, des universités du Nigeria. Voilà, je crois qu'on est les 2 pays à être représentés, le Nigeria et le Sénégal, l'université d'Ibadan en particulier. Voilà, c'est un master qui forme des généralistes du développement. Quand on le lançait, notre objectif, c'était de faire comme les médecins. Vous savez, un médecin, on le forme, il sort, il est opérationnel. Parce que pendant qu'il est formé, il fait un stage qui le dispense après d'un autre apprentissage. Donc c'est ça qu'on a voulu faire. C'est pour ça que dans ce master-là, on fait 60% de cours en classe et 40% de cours sur le terrain, ce qu'on appelle field practicum. Et il y a le master de financement, en financement des infrastructures publiques, qui a également formé beaucoup de gens au niveau d'Agiroute, au niveau de l'État, pour la planification des projets d'infrastructure. Ce qu'on fait littéralement, c'est qu'on prend des ingénieurs, on les transforme en managers. Les ingénieurs, ils sont très bons pour développer des solutions technologiques, mais quelle est la solution la moins coûteuse? C'est ça il faut comprendre que la plupart des solutions technologiques dorment dans les tiroirs. Parce qu'après, il y a un problème de marché. Donc, on fait un peu le lien entre la technologie et le marché. Donc, voilà les masters qu'on fait avec un tronc commun et maintenant des spécialisations. Et on va démarrer les promotions de cette année et c'est la journée d'aujourd'hui qui lance ces masters, la promotion qui va démarrer. Et ça préfigure d'un changement important que nous allons introduire à partir de cette année. Ça veut dire les jeudis du master. Chaque mois, on va prendre un jeudi où on va discuter sur un sujet d'importance pour l'économie nationale. Alors, et ce jeudi, on va parler d'une question cruciale. C'est la question du financement du développement. C'est une question particulièrement importante, notamment par les temps qui courent, parce qu'on connaît une crise de l'architecture internationale de développement. Quand on parle de l'architecture internationale de développement, on parle de toutes les modalités de financement. La première modalité, c'est l'aide publique au développement, qui est en difficulté. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, on ne va pas anticiper sur les discussions. Quand on parle de financement et développement, on parle aussi des investissements étrangers et des mouvements de capitaux en général. Et ça aussi, ça connaît beaucoup de difficultés. On parle de l'endettement, on a une crise d'endettement. Et là aussi, on va en parler. On parle des modalités de financement comme les PPP, les concessions. Et ça aussi, on va en parler. On parle de la dette souveraine de nos États. Et on parle aussi de la gouvernance, parce que le tout est lié. Donc c'est un sujet très actuel. Et nous avons un panel composé de plusieurs personnes pour discuter de ça. Je vous ai tout à l'heure parlé du professeur Bourahim Bounagna. Je crois qu'on n'a pas besoin de le présenter. Mais laissez-moi quand même dire que c'est un professeur titulaire d'économie et il a été doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion. Et c'est un expert reconnu concernant les questions macroéconomiques. Très souvent,
les gens nous mettent tous dans un même panier, on nous appelle tous des économistes. C'est vrai, on est des économistes. Mais ce que le profane ne sait pas, c'est qu'on peut voir deux économistes qui ne puissent pas se parler et se comprendre. Vous prenez un économiste du travail, un économiste du Clément, ils ne peuvent pas se comprendre. Un économiste des finances, un économiste des infrastructures, ils peuvent ne pas se comprendre. Vous voyez? Donc les spécialisations sont importantes. Bounagna est un spécialiste des questions macroéconomiques, de tout ce qui est dette, financement, développement, c'est son dada. Et lui, il va nous parler de quelque chose qu'il connaît bien, la mobilisation des ressources domestiques. Et quelque chose qui est à la mode. Actuellement, on parle beaucoup de mobilisation des ressources domestiques et c'est son dada. Il a fait récemment une publication avec le Center for Global Development sur le sujet, qu'il a bien étudié et il va nous en parler en particulier. Professeur Marem Ndoye est maître de conférence titulaire, également à la FASEG, et il connaît bien beaucoup de sujets de l'économie, du développement, la micro, la macro, l'analyse monétaire, le commerce international, la gestion des projets. Marem Ndoye a une autre casquette dont on n'a pas voulu parler, elle est l'économiste du MCC. Mais aujourd'hui, elle est là en qualité de professeur à la FASEG. Voilà, donc on ne va pas parler malheureusement de son expérience au niveau du MCC et qui est extraordinaire. Babacar Sen, il est professeur d'économie également, macroéconomiste et spécialiste de la finance. Et il a été directeur, il est à la FASEG, il a été directeur du Centre de recherche économique appliquée. Il a été directeur dans beaucoup de divisions et de rectorats. Et il a eu à sa charge des portefeuilles qu'il a gérés de maître. Et maintenant, lui aussi, il a deux casquettes. Et il est professeur à la FASEG toujours, mais il est conseiller technique du ministre de l'économie et de la coopération. Je ne sais pas, Babacar, tu me diras la bonne dénomination pour le ministère. Je crois que j'ai eu toujours du mal à... je crois que c'est le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Voilà, ça change tout le temps. Et il est aussi directeur du laboratoire de finances pour le développement. Et lui, il va nous parler de la question de la dette, qui est aussi une question très importante. Nous avons Ida McDonnell qui participe depuis l'Afrique du Sud en ligne et elle est conseillère principale en politique, finance et performance des politiques de développement à l'OCDE. Vous savez, l'OCDE, c'est l'institution qui s'occupe le plus des questions d'endettement et l'OCDE en soi, c'est le Centre pour le développement économique qui fait des recherches extraordinaires dans ce domaine et qui collecte des données extraordinaires, qui organise des forums où on invite tous les acteurs, tous les détenteurs d'enjeux sur la question du financement et du développement. Donc on ne peut pas mieux tomber. Et IDA s'occupe aussi de l'analyse de la coopération numérique bilatérale entre les pays et contribue à l'élaboration des politiques visant à renforcer le développement numérique à l'échelle mondiale. Alors, last but not least, nous avons Alioune Tine. Nous sommes très très honorés de l'avoir ici à nos côtés. J'ai connu Alioune Tine comme vous tous depuis très longtemps sur les médias, mais on a commencé à travailler avec lui récemment. Et Alioune Tine symbolise quelque chose qui manque de plus en plus à l'élite politique et intellectuelle, en Afrique comme ailleurs. C'est la vision. C'est quelqu'un qui ne regarde jamais l'environnement immédiat. Il regarde toujours plus loin et voit toujours plus loin que ce que le commun des mortels voit. On est particulièrement honorés et contents de l'avoir à nos côtés. Il a dirigé la RADDHO, il a été le représentant de Amnesty International et partout où il est passé, il a imprimé sa marque. Et puisque c'est un visionnaire qui expérimente toujours beaucoup de choses, il a développé et fondé Africa Jom Center au nom à consonance purement locale et il est en train d'en faire un des think tanks dans le domaine des droits de l'homme et de la gouvernance, un des think tanks les plus en vue au Sénégal, et en Afrique et dans le monde. Voilà donc les brillants experts qui vont essayer de couvrir ce sujet, comme je l'ai dit, qui est un sujet extrêmement compliqué. Les débats qu'on mène sont des débats très complexes. On a une crise financière, on a des pays qui sont de plus en plus sur la menace de défaut de paiement. On en a en Afrique, on en a en dehors de l'Afrique. Lorsque les pays développés, les créanciers de nos pays en développement avaient initié le PPTE,
l'initiative des pays pauvres très endettés, on avait autour de la table des bailleurs assez homogènes. La plupart de la dette à l'époque, la dette souveraine, était contrôlée par le Club de Paris. Mais maintenant, la situation est plus compliquée. Il y a la dette chinoise, et les Chinois, par exemple, n'acceptent pas de se mettre dans des conversations autour des tables pour discuter de la dette. Pour eux, la dette chinoise, c'est la dette chinoise avec les pays concernés. Et les autres bailleurs traditionnels ont du mal à avoir un arrangement dans lequel la Chine ne serait pas, par exemple, partie prenante. Et pour compliquer les choses, la dette est maintenant une dette privée. La dette privée occupe une part beaucoup plus importante qu'elle ne représentait quand on négociait l'initiative des PPTE. Je ne vais pas faire la conférence à la place des panélistes. La dette est compliquée, mais les autres composantes du financement au développement, l'aide publique au développement, ces autres composantes aussi sont compliquées. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole aux panélistes. Et à tout seigneur, tout honneur, on va donner la parole aux dames. On va commencer par les dames. Et on va commencer par Ida, qui est en Afrique du Sud, si elle est déjà prête. Oui, peut-être Ida, on va vous donner la parole pour 7 minutes. Vous allez m'excuser, mais je vais devoir gérer le temps de manière un peu martiale. Donc je m'en excuse, mais il faut quand même qu'on gère le temps. Donc on va donner à chaque panéliste 7 minutes pour des remarques introductives. Après, on va ouvrir les discussions. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à distance. Ce qu'on est en train de faire, c'est une session hybride et il y a apparemment plus de gens qui nous suivent à distance qu'en présentiel. Malheureusement, ceux qui nous suivent à distance, on ne pourra pas leur donner la parole. Nous allons leur demander de bien vouloir poser leurs questions en faisant passer des messages et on va les lire à haute voix. OK? Alors, maintenant, sans plus tarder, on va donner la parole à Ida McDonald qui va nous parler de l'aide publique au développement. C'est à moi de commencer avec ma présentation. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette réunion et dans cette panel cet après-midi. Je suis absolument ravie de participer à un événement au Sénégal, à l'Université de Dakar. Et je vous prie de m'excuser d'avance pour mon français. Je fais pas mal d'erreurs, mais je fais mon mieux pour être aussi clair que possible. Je viens comme ça a été dit, je pense, je viens de la partie de l'OCDE qui s'occupe de la coopération au développement, les statistiques d'aide publique au développement, et on travaille activement en ce moment sur justement le financement pour le développement et la mobilisation de plus de finances pour le développement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous nos analyses à peu près surtout sur l'APD, donc les tendances sur les allocations de l'APD globale ainsi qu'au Sahel un peu, mais aussi sur les questions clés, les politiques clés en ce moment qui préoccupent nos membres dans cette comité d'aide au développement et partager avec vous quelques pistes pour le futur là-dessus. Je suis aussi surtout intéressée à apprendre de vous, de voir avec vous si ça résonne nos analyses et ce qu'on pourrait éventuellement améliorer et plus cibler pour que ça a une relevance et un impact aussi chez vous et dans les autres pays, parce que quand même, on est à Paris et on est loin parfois de la réalité de ce qui se passe dans chaque pays. Donc, je vais démarrer avec la première, avec les tendances d'aide publique au développement et surtout avec l'aide globale. Donc, en fait, il y a un message, je pense, important à faire et c'est que depuis des années, l'aide publique au développement a beaucoup augmenté et ça a atteint en 2023 son plus haut niveau. Mais on sait que cette augmentation d'aide publique au développement depuis surtout l'année 2020, c'est que les pays membres du CAD, des bailleurs, ont dû répondre à plusieurs crises. Ils ont répondu au COVID. Après, ils ont dû répondre à la crise de l'agression de la Russie en Ukraine. Et en même temps, ils essaient de répondre à la crise climatique. Et donc, ça met beaucoup de pression sur l'aide publique au développement. Et actuellement, on voit aussi que l'impact des crises sur les économies aussi des pays de l'OCDE
a un impact aussi sur la disponibilité des financements pour le développement. Donc, c'est un moment assez critique pour l'aide publique au développement. Je veux les partager avec vous aussi pour vous donner une idée où va, dans quelle région va cette aide publique au développement. Et on voit que quand on parle des régions ou aussi des groupes de revenus, les pays les moins avancés et aussi les pays à revenus intermédiaires reçoivent plus que la moitié de cette aide publique au développement. Aussi, c'est très important quand on regarde l'aide publique au développement de faire la distinction entre ce qu'on appelle l'aide bilatérale et aussi l'aide multilatérale, et aussi d'avoir un regard sur ce que font les autres pays donateurs, parce qu'il y a les pays donateurs de la région les Émirats, l'Arabie Saoudite, de l'Amérique latine, mais aussi on voit que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine font beaucoup de coopération sud-sud, ce dont on parle. Et donc là, ce qu'on voit que pour l'Afrique subsaharienne, il y a une tendance où l'aide bilatérale des pays membres du CAD ainsi que l'aide multilatérale, c'est globalement eux qui contribuent le plus de l'aide publique au développement aux pays subsahariens. Et il faut qu'on prenne ça en compte aussi quand on regarde les tendances. Si on regarde uniquement l'aide bilatérale, donc après, on a une blind spot par rapport à ce que c'est l'aide multilatérale qui est financée aussi par les pays. Évidemment, et c'est très important de le rappeler, une grande partie de l'augmentation de l'aide publique au développement depuis l'année 2021, c'était pour la réponse à l'Ukraine. Et ça, c'était le support budgétaire que l'Union européenne surtout a fourni, mais globalement, les États-Unis et plusieurs autres pays membres qui ont financé cette réponse. Et là, en regardant maintenant plus dans les secteurs, qu'est-ce qu'ils financent, cette aide publique au développement? Et surtout, quand on va regarder vers l'Afrique subsaharienne et au Sahel, où on voit que le niveau de pauvreté extrême est assez élevé, est-ce que cette aide publique au développement cible la réduction de la pauvreté ou les inégalités? Et on a fait une étude, publié une grande étude sur ça l'année dernière. On a vraiment investigué ce que c'est cette aide publique au développement pour la pauvreté. Et on voit qu'en fait, c'est assez bas. C'est à peu près 9,5% de l'aide bilatérale qui est allouée à des secteurs, disons, qui sont vraiment pour la réduction de la pauvreté. La protection sociale est très, très bas. Et la santé est une grande proportion de cette aide publique au développement qui contribue à la réduction des pauvretés. Là, il faut qu'on regarde bien cette tendance et aussi voir de quel pays cette aide vient par rapport à l'actualité. On a aussi fait du travail sur les pays qui font face à certaines fragilités, que ce soit le climat, l'économie, mais aussi les conflits. Et quels sont le mélange de financement qui va vers ces pays pour aussi avoir une idée pour les politiques publiques et comment mieux gérer le financement. Et là, ce qu'on voit que dans les pays qui ont vraiment font face à une fragilité extrême ou qui sont souvent en conflit, globalement, les recettes qu'ils reçoivent, c'est l'aide publique au développement et les remittances. C'est pas le FDI, mais on voit que dans cette slide, quand les pays les moins fragiles, c'est beaucoup plus d'investissement privé. Et donc, encore une fois, on voit qu'il y a une certaine dépendance sur l'aide publique au développement et l'aide financement concessionnel. Et là, en regardant plus profondément, il y a un changement de tendance où on voit que c'est plutôt l'aide humanitaire qui va dans les pays les plus fragiles. Et l'investissement pour la prévention et pour la paix reste assez stable et même est en train de diminuer. Et donc, quand on voit que le portefeuille est plutôt pour l'aide humanitaire, l'investissement pour le développement n'est pas forcément là. Et on doit se poser des questions là-dessus. Et la dernière pour les tendances globales que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit que les pays les moins avancés, historiquement, reçoivent le volume le plus élevé de l'APD. Mais quand on voit ces montants d'aide publique au développement par rapport à le nombre de gens en pauvreté extrême, on voit que, en fait, ils ne reçoivent pas du tout l'aide publique au développement en fonction de du niveau de pauvreté.
Et là, on doit se poser la question, est-ce que la réduction de la pauvreté est une priorité ou pas? Et si c'est une priorité, est-ce qu'on doit vraiment changer les allocations de l'aide publique au développement, géographiquement ou par région? En préparant pour aujourd'hui, mes collègues dans l'équipe statistique ont regardé pour le Sahel. Et là, ce qui est assez évident, c'est qu'il y a une dépendance importante sur l'APD dans les pays Sahel. Parce que là, ça c'est la partie jaune qui est l'aide publique au développement, les secteurs. Là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est assez partagé dans tous les secteurs. Donc, l'aide publique au développement au Sahel va dans tous les secteurs. On sait que les besoins sont assez importants pour l'investissement. Donc, si on voit une diminution, une baisse de cette aide, tous les secteurs seront exposés. Et finalement, les pays partenaires du Sahel, les top 10, sont les suivants. Donc, on voit que la France, les institutions de l'Union européenne et les États-Unis sont vraiment, et l'Allemagne, sont vraiment les plus importants partenaires et sources de financement pour l'aide au développement pour les pays du Sahel. Et là, on a discuté du sujet de financement pour le développement. Et là, au mois de juin, au civil, il y aura normalement un accord pour les prochaines 5 ans qui va nous emmener jusqu'à 2030. Ce qu'on a constaté dans notre étude récemment sur les perspectives mondiales de financement du développement durable, c'est que le gap est juste en train de croître. Et les ODD est en régression plutôt que d'avancer. Et on peut vraiment parler d'une certaine crise de financement pour le développement. Je pense que je vais le laisser là parce que j'utilisais mon temps. Je voulais vraiment vous donner les données. Et à un autre moment, je peux parler des politiques publiques sur la fragilité et la réduction de pauvreté dans un contexte où on doit financement le changement climatique et avoir les transitions vertes et justes. Mais je le laisse pour l'instant et je serai ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ida. On va revenir vers vous dans un instant. On va continuer le tour de table et on va donner la parole à Mme Ndoye. Donc, tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel, qui est une opportunité de partager mes points de vue sur la question qui est posée aujourd'hui, mais également de pouvoir capitaliser tout ce qui va se dire aujourd'hui. Ça ne fera que m'enrichir, mais également, je sais que ça sera au bénéfice de potentiels récipiendaires des différents masters qui seront reconduits cette année. La question qui est posée sur le financement des infrastructures, pour moi, revêt un caractère très important, ne serait-ce que par les infrastructures. Je pense qu'il est reconnu l'importance des infrastructures pour des taux de croissance élevés, voire pour le développement et le bien-être des populations. Je me rappelle encore, après la première alternance, lorsqu'il y avait eu une vague d'infrastructures, beaucoup se disaient quel est l'intérêt de ces infrastructures, quelle est la priorité de ces infrastructures, sachant que les populations avaient d'autres priorités. Et je pense qu'avec le temps, on s'est rendu compte de l'importance de ces infrastructures pour le développement et pour le bien-être des populations. Cependant, il y a un challenge qui se pose, c'est la question du financement. Et lorsqu'on parle de financement, notamment pour les infrastructures publiques, un des enjeux concerne les ressources publiques. Je ne dirais pas des ressources publiques qui sont limitées, mais des fois, il y a un choix pour libérer des ressources pour financer d'autres activités. Et en général, bien la plupart du temps, je pense que mon prédécesseur l'a souligné, c'est les aides publiques au développement. Et au-delà des ressources publiques, il y a également les ressources privées. Et de plus en plus, on s'est rendu compte de l'intérêt de se retourner vers des opérateurs privés, vers des ressources privées pour pouvoir financer des infrastructures publiques. Mais cela suppose, bien sûr, qu'il y ait des prérequis
par rapport à la nature même du bien qui va être dispensé, mais également par rapport à la rentabilité même de l'activité. Et je pense que c'est là où il est important qu'on puisse mettre l'accent sur tous les enjeux qui sont liés au financement des infrastructures. Et comme le disait le professeur tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'aspect technique qui est important, mais c'est plutôt d'autres aspects qui sont liés à la gestion de projet, au management de projet, au financement également des projets, notamment des projets d'infrastructure. Et cet aspect financement constitue une étape du cycle du projet. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être réfléchi pour trouver quelle est la meilleure source de financement. Et depuis quelques années, compte tenu des contraintes que j'ai tantôt citées, notamment les ressources publiques qui souvent ne sont pas à la portée des coûts des infrastructures, nous voyons l'environnement que nous sommes en train de vivre et ça pose la problématique de la prise en charge des infrastructures par les pouvoirs publics. Mais ce n'est pas seulement parce que les ressources sont limitées, les ressources publiques sont limitées, donc comme je disais tantôt, c'est parce que c'est un arbitrage, c'est un choix qu'il faut faire pour libérer des ressources supplémentaires pour d'autres activités. L'aide publique au développement, on l'a vu tout à l'heure, il y a des orientations. Il y a également des priorités qui fait que le financement privé, et là je veux parler entre guillemets du partenariat public-privé, est vraiment une opportunité qui s'ouvre pour pouvoir financer nos projets d'infrastructure. Alors, là où je voulais davantage mettre l'accent sur le partenariat public-privé, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Malheureusement, il y a eu des limites parce que l'expertise, les compétences qu'il faut pour bien négocier des contrats PPP manquaient en général. Et je pense qu'au Sénégal, les autorités l'ont tellement bien compris qu'ils ont mis un cadre spécifique pour le partenariat public-privé qui a beaucoup évolué depuis 2014, la loi de 2014, 2015 et ensuite la dernière loi de 2021. Alors moi, là où je voudrais vraiment mettre le focus sur les PPP, c'est qu'on est en face de trois acteurs. On a l'autorité publique avec des infrastructures publiques, promoteurs d'infrastructures publiques, un partenaire privé avec ses ressources financières mais qui est à la recherche de rentabiliser des fonds, mais également de l'autre côté, nous avons la population qui est à la recherche de bien-être. Et comment trouver cet équilibre-là entre ces trois parties? Et en général, dans des expériences de partenariat public-privé où les compétences sont limitées pour une partie, la plupart du temps, c'est le privé qui en bénéficie. Alors que nous avons tous les éléments, toutes les compétences qui peuvent concourir à chercher cet équilibre-là entre les différentes parties, que ce soit le privé, le public et la population. C'est-à-dire c'est un équilibre qui devrait promouvoir l'efficacité des infrastructures publiques. Et lorsque je parle pas seulement efficacité, mais efficacité et efficience à la fois. Et c'est un mécanisme qui devait concourir à non seulement prendre en compte les trois aspects clés de la gestion de projet, que ce soit la réduction des délais, la réduction des coûts de production, et on a beaucoup décrié les coûts, pas les coûts de production, les coûts de financement des infrastructures, on a beaucoup décrié les coûts des infrastructures publiques. Est-ce que dans une dynamique d'efficience, il est possible de réduire ces coûts tout en cherchant cet équilibre entre ces différentes parties? Mais également, ça devrait être une opportunité pour avoir des infrastructures de qualité. Moi, à mon avis, le partenariat public-privé devrait concourir à ça, devrait concourir à des infrastructures de qualité, à les réaliser à moindre coût, mais également dans les délais. Parce que tout dépend des compétences que nous mettons au service des contrats de concession de partenariat public-privé. Et cela veut dire qu'on devrait faire la liaison entre le mode de financement, mais également les autres expertises, c'est-à-dire depuis la passation de marché, en passant par la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Et c'est une occasion pour moi
de vraiment faire un plaidoyer pour le lien qu'on devrait faire entre les modalités de financement, notamment pour le partenariat public-privé, parce que c'est une opportunité vraiment qui s'offre pour le financement des infrastructures et toutes ces compétences qui sont développées. Ne serait-ce que l'implication, depuis le processus, le choix de cette modalité de financement, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas, à mon avis, relever de l'arbitraire. Avec les bonnes leçons que nous avons apprises du professeur, nous avons toujours défendu l'idée que lorsqu'on est dans un projet, notamment des projets d'infrastructure d'une grande envergure, où il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées, il n'y a aucune décision qui se prend de façon arbitraire. Même le choix de cette modalité de partenariat public-privé ne devrait pas se faire de façon arbitraire. Les décisions, les contrats qui sont négociés également ne devraient pas se faire de façon arbitraire. C'est-à-dire que toutes les compétences du début de la chaîne jusqu'à la fin devraient être impliquées. Et c'est là où je pense que les différents masters sont utiles pour développer l'expertise qu'il faut pour l'efficacité des infrastructures privées. Tout à l'heure, on a dit, en général, c'est des ingénieurs qui viennent se former pour avoir tous les outils pour manager des projets d'infrastructure qu'il faut. Et donc, dans ce contexte-là, il y a vraiment le lien qu'il faut faire. Il y a beaucoup de financements innovateurs que nous avons pour financer des projets d'infrastructure, mais là, c'est en fait un exemple vraiment d'opportunité. Mais ça ne devrait pas être la solution de dernier. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, on prend, mais c'est parce que c'est un processus gagnant-gagnant pour les différents parties, que ce soit pour le partenaire privé, que ce soit pour l'autorité publique qui trouve une opportunité d'offrir des infrastructures publiques à sa population et d'améliorer leurs conditions de vie. Mais ça ne devrait pas être également inaccessible à une frange de la catégorie de la population. Professeur, je voulais m'arrêter là pour le moment. Oui. Je n'ai pas osé t'arrêter. Oui. Alors, on va continuer. Je pense que le prochain sur la liste, c'était Babacar, c'est ça? Oui. Maintenant, avec les hommes, je vais être plus martial. Hein? Merci beaucoup, cher professeur. Permettez-moi, avant de revenir sur le titre de ma communication, donc, de vous remercier de m'avoir invité donc, à ce panel d'une importance capitale. Pour le continent africain. Le titre de ma communication va porter sur la nouvelle configuration de la dette africaine dans un contexte de réforme de l'architecture financière internationale. Après les allègements de dettes qui ont été accordés par la communauté internationale, PPTE, IADM, donc la grande majorité des pays africains ont connu ce qu'on appelle une croissance rapide, attirant quand même de nouveaux créanciers publics. On a vu par exemple des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais également et surtout, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Ali Mbaye, les créanciers privés qui jusqu'alors ne s'intéressaient pas à la dette africaine, s'intéressaient plus à des dettes des pays de l'Amérique latine comme l'Argentine, l'Équateur, et Mexique et autres. Mais on a vu que donc, après ces initiatives pays pauvres très endettés et multilatérales, la configuration de la dette a changé. Donc, au début des années 2020, plus de 40% de la dette africaine était détenue par des créanciers privés. Donc, ce changement de configuration a été expliqué par plusieurs facteurs. Tout à l'heure, le professeur Marem est revenu sur ça, notamment la question des infrastructures avec les plans de développement très ambitieux donc, qui ont été mis en place de part et d'autre au niveau africain. La crise financière des subprimes qui a vu que les taux d'intérêt et les rendements étaient devenus très bas donc, dans les pays développés, et ce qui a permis, à travers les politiques monétaires de quantitative easing et d'assouplissement quantitatif donc à l'échelle internationale. Donc cette liquidité s'est retrouvée finalement sur les obligations des pays en développement et des pays émergents. Donc la liquidité mondiale a été aussi un facteur important donc, qui a expliqué donc, ce changement de configuration.
Donc certains pays africains ont profité de cette situation. C'est vrai, bien avant la crise des subprimes, il y a certains pays qui étaient présents. Donc c'est le cas de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et autres étaient déjà présents donc, sur le marché financier international. Mais c'est à la suite de la crise financière et donc des politiques monétaires donc, très accommodantes qui ont été appliquées par les grandes banques centrales qu'on a commencé à voir maintenant de plus en plus des pays accéder. C'est le cas par exemple du Sénégal qui a eu à lancer donc, par la suite une série d'obligations d'eurobonds sur le marché international. Et on sait que sur le marché des eurobonds, l'écosystème est assez complexe. C'est vrai, vous avez les émetteurs, donc nos États souverains donc, qui émettent, les États souverains qui émettent, même si on sait qu'aussi il y a les banques multilatérales de développement comme la Banque africaine de développement, donc la Banque de la CEDEAO aussi, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement qui font des émissions voilà, sur ce marché. On a même des banques ici commerciales qui ont la possibilité aussi de faire des émissions voilà, sur ce marché. Donc on a la présence de ces entités émetteurs, on a les investisseurs donc, qui sont là, mais on a aussi l'industrie de la gestion d'actifs, comme les sociétés d'asset management. On a aussi les fonds qu'on appelle les ETF, les Exchange Traded Funds, donc qui sont des fonds qui répliquent des indices, qui sont aussi présents sur ce marché. Donc l'écosystème a complètement changé et c'est ça même qui rend de plus en plus difficile les restructurations de dette à l'échelle internationale. Entre 2010 et 2025, les souverains africains ont levé plus de 141 milliards de dollars sur le marché international des eurobonds. La BAD a publié récemment un rapport très intéressant que je vous invite vraiment à lire, donc le rapport technique et opérationnel du mécanisme africain de stabilité donc financière de la BAD qui m'a été partagé hier soir par le docteur Alassane Diabati qui est là, qui est de la BAD, on le salue au passage. Donc c'est un rapport très intéressant. Entre 2010 et 2024, la dette publique africaine a bondi de plus de 170%, excédant 1800 milliards de dollars US. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a la crise financière internationale qui a été un facteur déclencheur. Il y a la crise de la Covid-19. Il y a aussi les tensions politiques donc, à l'échelle mondiale, géopolitiques à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est le deuxième facteur à grande échelle. L'autre facteur aussi qui a expliqué cette changement de configuration, c'est le développement du marché des titres publics, donc au niveau domestique et au niveau régional. Quand vous prenez le cas des pays de l'UMOA, durant la période Covid-19, on a vu que UMOA Titres et la Banque centrale ont structuré des produits qui ont permis à nos États, l'État du Sénégal, l'État de Côte d'Ivoire, Bénin, etc., tous les pays de l'UMOA, de pouvoir financer les plans de riposte contre la Covid-19, mais aussi les plans de relance et de résilience. Cette nouvelle configuration va entraîner quand même un certain nombre de risques. Par exemple, le risque de marché, le risque de refinancement. Et dans ce cadre-là, d'après le rapport de la BAD, en moyenne 10 milliards de dollars US de remboursement sont prévus entre 2024 et 2033. Donc, ce qui expose vraiment donc, les États africains à des risques de liquidité sur le marché, voire de viabilité, de défaut de paiement. Donc, le risque de dégradation de la qualité de signature, ça c'est un risque qui nous a rattrapé donc, récemment dans le cas du Sénégal, à la suite donc, de la publication du rapport de la Cour des comptes, les risques liés à la politique monétaire, les risques de balance des paiements, qui sont autant de risques qui sont monitorés si on va sur ces marchés-là. Entre 2020 et 2024, 3 pays africains ont fait défaut sur le marché des eurobonds. Il s'agit de la Zambie, du Ghana et de l'Éthiopie plus récemment. Bon, la Zambie et le Ghana sont parvenus à restructurer leurs dettes, mais les négociations sont très dures. Il y a ce qu'on appelle le cadre commun donc, de la dette, qui est un cadre qui permet aujourd'hui de restructurer la dette donc, à l'échelle internationale en tenant compte de tous les créanciers, que ce soit les créanciers publics, mais aussi les créanciers privés. La Zambie a fait défaut de paiement bien avant la Covid-19, mais c'est en 2024 quasiment qu'ils ont pu négocier ce qu'on appelle des clauses d'action collective. Bon, le cas du Ghana aussi, pareil, qui a pu émettre de nouvelles lignes qui ont permis de racheter donc d'anciennes lignes sur le marché international. Et ça rejoint ce que le président disait tout à l'heure, le modérateur.
qu'aujourd'hui, des pays comme la Chine, souvent, c'est eux qui retardent même les renégociations, donc à l'échelle internationale. Et ça s'est senti dans le cas de ces, pays-là, même si par la suite, ils ont pu quand même faire des concessions pour accepter, donc, la renégociation. Et puis, ce n'est pas uniquement des pays africains qui ont fait défaut sur ce marché. Il y a des pays comme le Liban, Sri Lanka, Suriname aussi qui ont eu à faire des défauts sur le marché international. Ce qui amène aujourd'hui à repenser même l'architecture financière internationale. Au niveau de l'architecture financière internationale, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont organisés pour voir comment réformer l'architecture financière internationale. Aujourd'hui, de plus en plus, il faut donner du pouvoir et des moyens aux banques multilatérales de développement. Je pense que la BAD a commencé déjà, surtout à travers son fameux mécanisme africain de stabilité donc, financière, qui est destiné à aider les pays aussi qui ont des difficultés donc, sur les marchés en permettant de trouver des solutions donc, de liquidité. Il y a aussi à l'échelle internationale, dans le cadre de la réforme de l'architecture financière internationale, donc les meilleures combinaisons de financement qui peuvent aider donc, à l'investissement durable, et ça rejoint même un des éléments du thème que nous sommes en train d'étudier, notamment les notations ESG, la question de mise en place de taxonomie verte, taxonomie bleue, etc., les debt nature swaps, etc., des choses comme ça. Mais aussi encourager le secteur privé au financement du développement. Et tout à l'heure, professeur Marem Doy est revenu sur ça, la question des PPP. Nous, au niveau du ministère de l'économie, on a une direction du financement des PPP et une unité nationale d'appui aux PPP et un fonds d'appui aux PPP qui travaille beaucoup sur ces questions de partenariat public-privé. C'est vrai qu'il est important aujourd'hui qu'on ait ces types de partenariats-là, mais il faut aussi que ce type de partenariat-là aille vers ce qu'on appelle des types de partenariats public-privé hors bilan de l'État. Parce que quand l'État est présent, il y a des risques budgétaires. Et on a vu en 2024, il y a eu des risques budgétaires qui se sont matérialisés à travers les PPP. Donc c'est vraiment important donc, de tenir compte de tout ça. Mais aussi les banques multilatérales de développement, aujourd'hui, compte tenu du fait que les coûts pour lever des fonds sur les marchés internationaux sont très élevés. Récemment, il y a certains pays qui sont revenus sur le marché des eurobonds. Il s'agit par exemple du Gabon, mais qui a payé cher ces émissions. Il y a l'Égypte, mais heureusement, l'Égypte, malgré sa mauvaise notation, a bénéficié donc, de soutien de pays donc, qui sont au niveau des Émirats, tout ça là, qui ont investi beaucoup d'argent là-bas. Ça a permis au rendement de s'atténuer sur le marché international. Le Bénin est revenu, mais le Bénin a quand même une bonne qualité, fait partie aujourd'hui des pays africains qui ont une bonne qualité de signature. Il a pu lever des fonds à 8 et quelques, mais il faut aujourd'hui que ces banques multilatérales de développement puissent jouer le rôle de rehausseur de crédit. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un État veut émettre sur le marché international, l'État peut passer par une banque multilatérale de développement. L'année dernière, l'Égypte l'a fait à travers une émission de Panda Bonds, par exemple. Et derrière, la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement ont joué le rôle de rehausseur de crédit, ce qui a permis à l'Égypte de pouvoir lever plus de 3,5 milliards donc de yuan sur le marché grâce à ces rehausseurs de crédit à un taux de 3,5%. Il faut aussi revoir la question des agences de notation, parce qu'il y a une prime africaine sur le marché international. Aujourd'hui, quand vous monitorez les rendements des eurobonds sur le marché international, vous voyez par exemple pour des pays africains et de l'Amérique latine qui ont les mêmes niveaux de notes, on a toujours une prime de risque plus élevée pour les pays donc, africains. Voilà un peu quelques éléments que je voulais partager donc, par rapport à la situation de l'endettement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce changement de configuration de la dette appelle à beaucoup de défis à relever pour pouvoir faire face éventuellement à des problèmes d'endettement. Merci beaucoup. J'ai dépassé le temps de 3 minutes, mais quand même, je demande mes excuses parce que c'est un sujet d'actualité. Merci. Plus tarder, on va passer la parole au professeur Bounagna pour qu'il nous parle cette fois-ci de mobilisation des ressources domestiques, d'impôts. Merci. Bon, je voudrais à mon tour d'abord vous remercier pour votre invitation et pour dire également tout l'honneur et le plaisir que j'ai de venir interagir avec ce public sur un thème d'actualité. Alors, je commencerai par dire que parler de la motion des ressources domestiques
on peut aujourd'hui identifier au moins 3 éléments de contexte qui plaident. Donc je disais qu'on peut identifier au moins 3 éléments de contexte qui peuvent justifier effectivement un tel débat sur la mobilisation des ressources domestiques. Le premier élément de contexte que nous sommes en train de vivre au Sénégal, c'est le fameux rapport de la Cour des comptes avec les grandes révélations, parce qu'on s'est réveillé et on a appris que notre dette est beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Déjà, on était inquiet du fait qu'on avait franchi le seuil symbolique de 70%, qui est le critère de convergence, mais la Cour des comptes révèle que ce n'est plus ça, mais on est plutôt autour de 100%. Ça veut dire que la marge de manœuvre est devenue extrêmement réduite. Deuxième élément de contexte qui concerne, disons, le niveau sous-régional, c'est un peu la situation, les rapports entre les pays de la sous-région et un pays qui est la France, qui est l'ancienne puissance colonisatrice, qui était le principal partenaire économique et financier. Si un pays comme le Sénégal, la France était le premier client, le premier fournisseur, et pendant très longtemps, l'ancienne structure que l'AFD a remplacée était la seule institution qui finançait le crédit à long terme au Sénégal. C'est pour dire effectivement l'importance des relations économiques et financières entre la France et ces pays-là. Et aujourd'hui, il y a toute une nouvelle histoire à écrire entre ces pays et la France. Troisième élément de contexte qui est maintenant international, c'est l'annonce qui a été faite par le président américain, Trump, comme nous le savons tous, qui a décidé de fermer l'USAID. Voilà, et notre Premier ministre a révélé que le Sénégal attendait au moins 300 milliards. Donc vous voyez, donc, tout ce cocktail nous dit que, effectivement, illustre le fait que un pays en développement qui est fortement dépendant de l'extérieur, ça peut être un facteur de vulnérabilité. Et que plus que jamais, il y a lieu de voir comment on peut revoir tout ça pour peut-être privilégier des sources domestiques. Alors, quand on parle maintenant de mobilisation des ressources domestiques, on peut distinguer 2 volets. Il y a le volet public et le volet privé. Pour le volet public, l'État, nous savons que l'État a 3 moyens pour financer ses dépenses. Ces moyens, c'est quoi? C'est l'impôt, c'est l'emprunt, c'est la création monétaire. Bon, l'emprunt, je ne vais pas parler, professeur Babacar Sen en a parlé tout à l'heure, et nous savons que nous sommes dans une zone monétaire qui exclut le mode de financement fondé sur la création monétaire. Ça veut dire que pour l'aspect public, nous allons nous intéresser essentiellement à l'impôt. Pour le volet privé, maintenant, ça renvoie à la mobilisation de l'épargne. Et dans un pays, quel qu'il soit, pour mobiliser l'épargne, on le fait à travers des institutions et des instruments financiers. Alors pour maintenant la mobilisation des ressources à travers, à travers l'impôt, on est dans le secteur public et le principal véhicule, le principal instrument qui doit être privilégié, donc ici c'est l'impôt. Alors, si on constate une politique fiscale, quel que soit le pays en fait, surtout dans nos pays, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'essayer d'atteindre ce que j'appelais la frontière, c'est-à-dire à s'approcher le plus possible du potentiel fiscal. Pour un pays, le potentiel fiscal c'est quoi? C'est le maximum de ressources fiscales que le pays peut collecter compte tenu de sa structure et compte tenu des institutions qui sont en place. Si vous avez un pays où, par exemple, le secteur agricole, le secteur informel occupe une grande place, vous aurez des difficultés pour mobiliser des impôts. Si par contre, vous avez un pays où le secteur moderne est très développé, où vous avez des acteurs manufacturiers, etc., vous avez des entreprises qui tiennent une comptabilité là, il est beaucoup plus aisé de mobiliser effectivement l'impôt. Et quand on essaie de comparer le potentiel fiscal par rapport à ce que les pays collectent, le FMI, par exemple, estime que dans les pays en développement, il y a un gap. Il y a un gap qui est de l'ordre de 9%. Pour le Sénégal, nous, dans un papier qu'on a fait avec le professeur, on a estimé qu'on est pratiquement dans les 10% de manque à gagner par rapport à ce potentiel fiscal. Alors pour le Sénégal, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre cette frontière-là? Il y a au moins 2 facteurs explicatifs. L'un, c'est la taille du secteur informel. L'autre, c'est l'importance des dépenses fiscales. Quand on parle des dépenses fiscales, ce sont les exonérations. Il y a des entreprises, on essaie de les attirer et donc on leur demande de ne pas payer d'impôts.
Alors, ce qui veut dire que maintenant, pour corriger un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est repenser l'impôt dans nos pays. Dans le cas d'un pays comme le Sénégal, c'est surtout quand on s'intéresse à l'informel, comment amener l'informel à payer plus d'impôts. Parce que quand on regarde la situation de l'informel, ce qui ressort clairement, c'est que ce secteur est nettement sous-fiscalisé. Parce que selon les évaluations, l'informel représente environ 50% du PIB, mais en termes de contribution, il n'est même pas à 5%. Ça veut dire effectivement il y a également un manque à gagner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener à payer plus? Notre point de vue, c'est que les actions coercitives ne suffisent pas. Il faudrait par exemple coupler la nécessité de payer de l'impôt avec ce que j'appelle une stratégie de service. Comment amener les acteurs, comment accorder certaines facilités en mettant à disposition des programmes de renforcement des capacités, l'accès au financement, etc. Un autre aspect extrêmement important, effectivement, pour recouvrer davantage d'impôts dans nos pays, c'est que l'État arrive, disons, à envoyer ce que j'appelle des signaux positifs. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de faire beaucoup d'efforts sur l'efficacité de la dépense, et aussi que l'État essaie de renvoyer une image d'État protecteur et d'État prestataire de services et pour pouvoir effectivement susciter le consentement à payer l'impôt. Rapidement, quelques mots sur le deuxième aspect qui est la mobilisation de l'épargne. Quand on regarde donc la situation du Sénégal et des pays de l'UEMOA, ce qui revient, c'est qu'on a un système financier dominé par, disons, ce qu'on appelle le financement indirect par les banques. Mais le financement par le marché financier, il est très limité, il est très faible. Pour plusieurs raisons. En partie parce que c'est un peu notre culture un peu francophone. Parce qu'on sait que dans les pays francophones, traditionnellement, vous avez les marchés financiers jouent un rôle beaucoup plus important dans l'économie. Un autre aspect important au Sénégal, c'est la structure de l'épargne. Quand on regarde le taux d'épargne, aujourd'hui, on est à peu près autour de 23%. Bon, c'est faible par rapport à l'investissement, mais à mon avis, le problème qui se pose surtout au niveau de l'épargne au Sénégal, c'est sa structure. L'épargne financière est très faible. L'épargne est essentiellement physique au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a une très grande part qui est mobilisée par les institutions financières. Donc là aussi, le défi, c'est de voir comment booster effectivement cette collecte de l'épargne à travers des institutions financières et surtout arriver à avoir une épargne longue. Voilà peut-être quelques éléments. J'aurais pu développer, mais malheureusement, on est contraint par le temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant écouter Alioune qui va nous parler de gouvernance. Je vois dans l'invitation d'un hérétique comme moi dans cet espace vraiment une volonté de casser les cloisons. Et il faut casser les cloisons. Et comme vous me demandez de parler de bonne gouvernance, je parle de bonne gouvernance et de gouvernance légitime. C'est important qu'il s'appuie sur des institutions légitimes. C'est extrêmement important qu'on ait la gouvernance qui s'appuie sur les institutions légitimes à la tête desquelles nous avons des leaders légitimes. Des leaders qui sont doués de vision. C'est très important. Qui ont également une autorité reconnue. Ça veut dire une autorité qui est reconnue, ce n'est pas une autorité qui agit sur la base de la coercition. Mais comment, comme on dit, argumenter et puis amener les gens à adhérer aux décisions qui sont prises. Je pense que c'est très, très important. Et quand on parle comme ça, parce que nous, notre champ d'investigation, c'est la démocratie. Et il faut savoir ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et d'abord, il faut savoir ce qu'est le peuple. Dans la Grèce d'Athènes, tous, ils se rassemblaient dans une colline qu'on appelle le Pnyx parce qu'ils se rassemblaient et ils décidaient des politiques publiques, la participation aux décisions des politiques publiques. Il me semble que ça c'est très important. À Athènes, c'était possible parce qu'il y avait à peu près 700 000 personnes. Et les gens qui se rassemblaient pour décider, c'était 300 000. Ça, c'est dans le domaine de la démocratie. Parmi aussi les concepts clés de la démocratie, c'est le concept d'égalité.
concept d'égalité, parce que quand je prends toujours Athènes, les gens ne voulaient même pas voter parce que voter et être candidat, c'est manifester une certaine prétention d'être au-dessus des autres, de ne pas être égaux aux autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tiraient au sort. Ils faisaient le tirage au sort. Et dans le domaine de la gouvernance, si vous êtes choisi, qu'est-ce qu'ils font après? Mais ce qu'on appelle la réduction des comptes, ça date de l'époque. Vous êtes élu, on fait le point de ce que vous avez, votre patrimoine. Et à la fin de votre mandat, on examine si vous n'avez pas détourné les fonds publics. Et si vous le faites, c'est extrêmement grave. Vous pouvez même subir ce qu'on appelle l'exécution. Vous venez de dire un certain nombre de choses. Disant ça, c'est un tout petit peu pour dire que dans notre démocratie et dans ce que j'appelle, si vous voulez, le fait d'avoir rendu la démocratie toxique, ça m'est venu quand Babacar a parlé de la crise des subprimes. Il y a quelqu'un qui a fait, comme on dit, une théorie de la démocratie où il parle de la post-démocratie. Et c'est pour voir quels sont les éléments qui rendent toxique notre démocratie. Et quand on regarde dans le domaine économique, c'est des agents, des services ou tout simplement des entreprises qui n'ont aucune légitimité, des banques par exemple, le FMI, la Banque mondiale, des agences de notation, qui ont des décisions souvent paradoxales, surtout par rapport au Sénégal. Comment voulez-vous sanctionner négativement une volonté d'éthique et de transparence? Là, c'est un paradoxe. Les agences de notation, personne ne les a élus. Qui ils sont? Et ils ont un pouvoir extraordinaire au-dessus du pouvoir souverain. Ça veut dire du pouvoir des peuples. C'est ça aussi. Qu'est-ce qui casse la dynamique? Il n'y a pas que ça. Je pense que ça doit être examiné, pas seulement au plan national, mais au plan international. Parce que la crise de la démocratie, elle est partout aujourd'hui. Hein. Elle est partout aujourd'hui parce que l'économie change. Aujourd'hui, on parle de la primauté, de la dominance de l'économie de la connaissance. Vous avez ces entreprises de la Big Tech qui sont capables à la fois d'avoir X, d'avoir SpaceX, de donner 270 milliards, c'est ça, hein, de caution, de participation au président, et d'avoir, si vous voulez, un pouvoir extraordinaire, qui n'est pas un pouvoir souverain. Le pouvoir de Doge, à l'heure actuelle, c'est extraordinaire. Hein? On en souffre, hein, le MCC, vous en savez quelque chose. Et ce n'est pas que eux. C'est un pouvoir que même les États n'ont pas. Il y a le Pentagone. Voilà. Et il me semble que c'est ça qui est en train de changer le monde. Ça veut dire, on n'en parle pas beaucoup, le digital et la crypto-monnaie. Les gens sont en train de créer la crypto-monnaie pour effacer les banques centrales. De plus, ça aussi c'est l'avenir. C'est bien qu'il me décrit comme ça la vision du monde qui vient. Donc nous sommes dans une situation de transition aujourd'hui. Une situation de transition. Ça veut dire qu'en réalité, le 21e siècle est en train de commencer véritablement avec les nouvelles technologies de l'information, avec une nouvelle économie politique qui est l'économie de la connaissance. Et il me semble que, nous-mêmes, on en est à la fois un terrain d'expérimentation, le Sahel, pour regarder toutes les questions géopolitiques que nous avons, toutes les questions de gouvernance, d'instabilité politique, que nous n'arrivons pas à gérer d'ailleurs. De mon point de vue, il y a un lien. Et là, vraiment, je vais demander, nous sommes prêts à travailler avec vous. Vraiment, je suis très content. J'ai été très honoré, très honoré, quand Abadi Alimbaï est venu me voir à Africa Job Center. Je pense que c'était un moment de consécration pour nous, quand nous l'avons reçu. Et
quand il m'a invité, j'ai dit, ah, Amady, qu'est-ce que je vais aller dire, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Donc nous sommes contents parce que moi je pense que je ne veux pas encore continuer. Je pense tout simplement qu'il faut faire émerger de bonnes idées et puis casser les cloisons. Ça veut dire qu'il faut que les sciences politiques viennent, il faut que les organisations de droits de l'homme, puisque vous êtes libérés maintenant, c'est à vous de nous organiser. C'est à vous de nous organiser, de venir avec les économistes, avec les psychologues, avec tous. Et maintenant, vous allez créer une nouvelle école, une nouvelle université. Parce que demain, je pense qu'on n'aura même pas besoin de bâtiments pour les universités avec le développement du numérique, du digital et de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est au Sénégal, hein? On a eu des présentations de très haute facture. Avant d'ouvrir les discussions, je vais poser mes propres questions. Ce qu'on appelle en économie un abus de position dominante. Alors, pas seulement des questions, des observations. Je vais commencer par le premier intervenant, Ida McDonald. J'ai été frappé par beaucoup de choses qu'elle a montrées, hein, mais en particulier, j'ai été frappé par les principaux donateurs des pays du Sahel. Alors, elle nous a listé les États-Unis, elle nous a listé l'Allemagne, elle nous a listé la France. Les États-Unis, on voit ce qu'ils sont en train de devenir, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'on ne pourra plus très mal compter sur eux. La France, on voit aussi ce qu'elle est en train de devenir dans le Sahel, hein? On les chasse de partout. Et j'ai été surpris de voir que dans le budget qui est passé, vous avez regardé le budget qui est passé en France là, ils ont coupé le budget d'aide au développement de façon drastique. Quelle va être la conséquence pour les pays du Sahel? Et là, ça c'est la question que je voulais vous poser. Et l'Allemagne, ils ont fait leur élection le dimanche passé, et là aussi c'est les conservateurs qui viennent au pouvoir. Quelle va être l'implication sur l'aide publique au développement pour les pays du Sahel? Ça c'est une question très rapide pour Ida. Mariam Ndoye a dit beaucoup de choses très sensées, hein? Elle a rappelé le débat qu'on avait à l'époque avec Wade. Wade, il a été très contesté, hein? Mais je crois quand même qu'à beaucoup d'aspects, il a été visionnaire. Les gens disaient à l'époque, les infrastructures ne se mangent pas. Mais les infrastructures se mangent. Vous savez, quand on regarde le panier de consommation du ménage, il n'y a pas que les aliments. Mais il y a de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est les infrastructures. Sans infrastructure, il n'y a pas d'eau. Mais il y a le courant. Mais c'est les infrastructures. Il y a l'école, il y a la santé. Donc les infrastructures consomment. Ce qu'on consomme, ce n'est pas forcément ce qu'on mange. Les médicaments qu'on utilise, mais on consomme. L'électricité qu'on utilise, c'est une consommation, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a tellement d'idées reçues qui sont fausses et qui continuent de polluer le débat public. Je suis d'accord que Marie ait insisté sur ça. Alors, la rentabilité, ça c'est important. Quand on veut inviter le privé, il faut qu'on comprenne que le privé, ce n'est pas le ministère du Développement social. Le privé, ils sont là pour gagner de l'argent. Et c'est bizarre. Le privé, tout le monde les décrit. Tout le monde critique les capitalistes. Mais c'est les seuls acteurs que tout le monde recherche. J'ai été frappé hier quand j'ai regardé la télé et que j'ai vu que le président Trump disait « Si vous payez 5 millions de dollars, on vous donne la nationalité américaine. » Mais je crois que lui, il ne connaît pas la réalité de son économie. Si vous avez même pas 1 million de dollars, on vous donne la nationalité partout au monde, au Canada, en Europe. Avec parfois un investissement aussi faible que 200 000 dollars, on vous donne la nationalité. Mais ça veut dire que le privé, tout le monde le fait la cour. Et je crois que ça nous ramène à quelque chose qui est fondamental. Au Sénégal, j'ai l'impression qu'on n'aime pas les capitalistes. Mais on a besoin des capitalistes, même si on ne les aime pas. Il faut qu'on apprenne à s'en accommoder. Et je crois que ça aussi, c'est ressorti dans l'intervention de Mariam, et que j'ai beaucoup aimé. Babacar a parlé de beaucoup de choses. Et là aussi, je me permets un commentaire. Il a parlé des agences de notation. Mais parmi les facteurs qui rendent l'accès au financement difficile, il y a les taux d'intérêt, ça il a dit. Les taux d'intérêt sont élevés parce que tout le monde a besoin des capitaux. Avant, les taux d'intérêt
dans les pays développés, c'était 0,5%, 0,25%. Il fit des moments même où vous payez la banque pour que la banque vous garde votre argent. Mais depuis la Covid, on n'est plus dans cette situation. Les taux d'intérêt ont flambé. Ça a baissé récemment, mais ça reste quand même relativement élevé. Ce qui signifie que la demande de capitaux, elle est maintenant concurrentielle. Vous voyez, et ça c'est important. Et il y a quelque chose qui s'y ajoute. Le privé est très proche de ses sous et il surveille certains fondamentaux. Et un fondamental, c'est la dégradation de la situation économique dans nos pays. Donc les gens sont réticents de nous prêter. Surtout qu'ils se rendent compte que la plupart des pays en développement, africains en particulier, s'endettent pour rembourser d'autres dettes. Donc de plus en plus, les gens se disent, écoute, on ne doit pas être le néno de la face, on ne doit pas prêter à des gens pour qu'ils remboursent d'autres dettes. Donc tout ça, ça ajoute à la complication. Alors, beaucoup de choses intéressantes, mais je crois que je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole et ne pas abuser de l'abus de la position dominante. Alors, on va ouvrir une liste. On va peut-être demander aux gens de s'inscrire. On va prendre quelques questions. On ne pourra pas malheureusement prendre toutes les questions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va mettre toutes les présentations sur le site du labo. OK? Donc, tout ce qui a été dit là, on va mettre quelque part. Et on va permettre une discussion qui va continuer avec les panélistes. Oui, on va noter Mme Badiaï, que je n'ai pas vue, mais que je reconnais de loin. Vraiment, je suis très content d'avoir assisté et d'avoir entendu tout ce qui a été dit. Mes commentaires sont seulement peut-être liés à la dette et à l'expérience que... Parce que moi, je ne suis pas universitaire du tout. Donc, je ne peux parler qu'en fonction de l'expérience que j'ai eue, notamment à la Banque mondiale, où j'ai toujours été sidéré par la façon dont les États négocient avec la banque. Je pense qu'il y a un sérieux problème des États africains par rapport à leur façon de négocier, soit avec les autres États, soit avec les institutions internationales. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus. Quand la banque se présente avec un avocat, aucun État ne se présente avec un avocat. Quand un gouvernement a peur de dire des choses à la banque, ils oublient que la banque négocie avec les clients. Et les clients, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi la société civile. Amenez la société civile à la négociation. Ce que vous avez peur de dire, la société civile va le dire. Et des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Sur la dette, on parle de rupture. Moi, je me demande à qui profite ce faux débat sur la dette. Mais ça profite aux créanciers. Moi, je pense que le renversement serait de dire, ce n'est pas nous qui avons besoin d'emprunter, c'est vous qui avez besoin de prêter. Et si nous n'empruntons pas, vous êtes en crise. Et c'est ça la réalité. Moi, je peux vous raconter, j'ai été aussi à l'USAID, une controverse terrible entre l'USAID et Jacques Faye, qui dirigeait l'ISRA, quand Jacques Faye a refusé de prendre l'argent américain. Ça a failli faire une crise au Congrès. Parce qu'il a refusé l'argent. Donc, c'est vraiment, je crois qu'il nous faut revoir tout cela. Et je termine par là, parce que si on a limité ceux qui ont fait les intéressantes contributions à fortiori ceux qui ne vont qu'intervenir, je crois que la principale faiblesse des gens aussi, c'est notre façon de négocier, je l'ai dit, avec l'international. Le club de Paris venait avec 20 personnes pour négocier sur la dette du Sénégal, et le Sénégal était seul. C'est-à-dire, vous avez tous les créanciers contre un État. Que signifie, franchement, Diomaye Faye, que j'aime bien, Adama Barrow, que j'aime bien, que signifie-t-il tous les deux quand ils négocient avec Xi Jinping? Xi Jinping va se dire que ces deux-là, leur État réuni, leur richesse réunie, c'est moins que la ville d'à côté que je gouverne. Mais les choses changent quand c'est le club Afrique qui est devant Xi Jinping. Ça, c'est une autre histoire. Et je pense que c'est cette histoire-là qu'il faut écrire. Malheureusement, on est 54. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je voulais avant tout remercier les panélistes pour le brillant exposé. Je pense que c'était extrêmement utile et important pour nous. Je m'appelle Omar Diouf, je suis expert en assurance climatique au Programme alimentaire mondial. Et ma première question s'adresse à professeur Niang. Quand il a parlé de la mobilisation des ressources privées, des ressources en tout cas domestiques, il a parlé d'un premier volet qui est public et deuxième volet qui est privé. Est-ce que vous pensez que les remittances, les envois de fonds
des Sénégalais de l'extérieur sont mobilisables comme en tout cas des ressources qu'on pourrait en tout cas utiliser pour le financement du développement. Et la deuxième question, c'est, je pense qu'elle s'appelle Lina. Quand dans son développement, elle avait parlé de l'aide publique au développement et entre autres, elle avait parlé de l'aide humanitaire qui est destinée souvent aux fragile countries. Et je voulais demander justement ceux qui sont en charge un peu de l'exécution de cette aide humanitaire se cherchent un peu quant à la mesure de l'impact de l'intervention pour le développement, ce qu'on appelle les evidence-based basis. Nous, au niveau du programme alimentaire mondial, on est en train de réfléchir sur comment, en tout cas par rapport aux activités que nous faisons sur la couverture des risques climatiques à travers l'assurance, comment on peut trouver des indicateurs qui impactent le développement. On fait de bonnes choses, on sait que les humanitaires font de bonnes choses, mais comment on peut le lier, quel est l'impact en tout cas que les interventions ont sur le développement ou bien sur le développement d'une manière générale. J'ai envie de lui demander, est-ce qu'au niveau de l'OCDE, ils ont travaillé sur en tout cas, des évaluations qui consistent un peu à traquer ces impacts? Merci. Professeur, moi je voudrais poser quelques questions, apparemment sous forme de suggestions. Parce que quand on parle souvent de la soutenabilité de la dette, on parle de 70%. Si comparé à des projections de recettes, est-ce qu'en quelque sorte, parfois, ce n'est pas des barrages qui sont faits exprès par nos partenaires pour pouvoir peut-être nous guider à limiter nos investissements? Quand on parle de 70, peut-être les 30%, ce serait peut-être des chiffres de consommation. Alors que généralement, la dette, c'est pour l'investissement et on sait que notre continent a besoin d'investir parce que nous avons beaucoup de choses encore à faire. Concernant aussi les partenariats publics-privés, il y a souvent un élément soit perturbateur ou catalyseur et généralement on n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle peut-être les porteurs d'affaires. Parfois c'est des personnes, parfois c'est des institutions. Mais est-ce que c'est encadré? Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais quand il y a un problème, on voit souvent qu'il y a des structures derrière ou des personnes derrière qui ont profité de ces montages. Est-ce que c'est encadré? Comment ça devrait se passer? Ce serait bien d'en parler. Je voudrais aussi interpeller M. Tin par rapport à... Et on le félicite, on suit de près ce qu'ils font vraiment pour notre société. Mais concernant la situation actuelle, politico-sociale, est-ce qu'ils n'auraient pas un rôle à jouer? Si on voit que par moment, le fait d'essayer de mettre des mécanismes pour résoudre certains problèmes ou de se préparer à certaines conséquences néfastes de nos gouvernants, est-ce que par moment, vu l'intérêt économique et l'intérêt financier, il ne serait pas intéressant qu'ils interviennent, ne serait-ce que quand on voit qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de projets qui sont à l'arrêt, dus à des réformes, à des audits et autres. Est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être d'être l'interface entre les autorités et peut-être, voilà, pour essayer de canaliser tout ça, pour que l'audit qui est en train de se faire, ou bien les mécanismes qu'on est en train de mettre en place, ne bloquent pas notre économie, surtout par rapport aux projets qui étaient déjà en cours. Merci. Ok. Donc, merci à tous. Bonsoir. La première question, quelle est la place de la recherche dans la mobilisation des financements, en sachant qu'il n'y a pas d'imbrication entre les politiques et le monde de la recherche? Quelle est la place de la recherche Oui, c'est bon. La prochaine question. La prochaine question est adressée au professeur Babacar Sène. Est-ce que les eurobonds peuvent être une solution pour une soutenabilité de la dette? Très bien. Ensuite, il y a une troisième question. Est-ce que la relance du secteur du BTP ne pourrait pas relancer l'activité économique? Et quatrième question, le durcissement... Non, ça, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Ok. Je suis vraiment navrée que je ne suis pas là à Dakar avec vous. En fait, actuellement, je suis au Cap en Afrique du Sud, donc un peu loin, mais sur le même continent quand même. Je voulais juste rebondir sur les commentaires sur l'aide humanitaire, la préparation pour le financement futur de l'aide publique au développement pour le Sahel et comment préparer les conséquences d'un éventuel changement de portefeuille
de financement concessionnel pour les pays de Sahel. Quand je pense, moi, je fais une différence entre le Sénégal et, disons, le Cabo Verde et peut-être d'autres pays moins avancés dans la région. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'il y a un énorme besoin de financement concessionnel dans le Burkina Faso, le Tchad, le Mali. Et en ce moment, c'est assez incertain d'où ça va venir, ces financements dans les prochaines années. Or que ces pays ont vraiment un besoin de jusqu'à 8% de leur RMB d'investissement pour vraiment relancer, s'ils veulent relancer leur économie. Et j'ai regardé une étude par la Banque mondiale, si vous voulez bien, par rapport à la graduation from low income of low income countries et ce qu'il faut pour les 26 pays low income countries qui restent. Et le premier point qu'il soulève, c'est que le gros défi, c'est la stabilité politique et la paix dans plusieurs pays. Et donc ça, c'est la communauté internationale ainsi que les pays dans la région. Il y a sûrement un défi là et c'est pour ça qu'on voit aussi plutôt l'aide humanitaire que l'investissement dans le développement. Mais ce qu'ils ont signalé dans les opportunités, c'est que s'il y a vraiment mobilisation de financement concessionnel, qu'il y a un allègement de la dette, si on peut trouver une solution au sein du G20 pour ça, qu'il y a prédictibilité dans ce financement, mais si ces pays peuvent utiliser comme levier l'adaptation climatique, les transitions vertes et surtout un levier des critical minerals pour négocier des meilleurs accords avec l'Union européenne, le Global Gateway par exemple, et autres pour que ça devienne un levier pour l'investissement dans le développement durable, dans la croissance, dans le human capital et la productivité. Il y a quelque chose là à saisir pour voir une évolution. Et je crois que les stratégies de financement du développement devraient mieux regarder ces aspects-là et qu'on attend des pays d'utiliser justement ce levier et soit plus fort dans la négociation. Je le laisse là pour l'instant. Merci. D'accord, merci. D'abord, la première question qui m'est adressée directement, je crois que c'est la question de M. Diouf relative aux remittances, c'est-à-dire les envois de fonds des migrants. Bon, on ne les classe pas dans le financement domestique parce que ça, on est dans l'international. C'est ce que les Sénégalais, basés en Europe, en Amérique, dans d'autres pays africains, envoient à leur famille. Au Sénégal, c'est une source de financement extrêmement importante, sinon la plus importante, nettement devant l'aide publique au développement, devant les investissements directs étrangers. Je parle sous le contrôle de mon collègue Babacar Sen, on est au-delà des 1000 milliards et plus de 10% du PIB. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on suit même les recommandations du gouvernement, on parle de diaspora bonds, c'est-à-dire émettre des titres pour capter effectivement ce type de fonds-là. Mais ce que je peux ajouter, c'est que les enquêtes qui ont été faites, il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites, mais qui montrent que quand même une bonne partie, sinon l'essentiel de ces fonds-là, ça va dans la consommation des ménages. Parce que c'est des gens qui soutiennent leur famille. Et une partie aussi est utilisée pour financer l'éducation des enfants. Mais la masse est énormément énorme, effectivement, que certainement il y a moyen de voir comment recycler une partie de ces fonds-là vers le financement de projets. Un autre point sur lequel je voudrais dire deux mots, c'est l'intervention de Mademba. Et je pense qu'il a eu raison de parler de problème de pouvoir de négociation de nos gouvernements. Moi, je voulais l'illustrer par un exemple au Sénégal. La première expérience de PPP au Sénégal, c'était, si vous vous rappelez, du temps de Wade ou avant Wade, quand on avait des problèmes là de déléchage de la Sénélec. Rapidement, on a signé un contrat avec une compagnie américaine GTT ou GTI. Et on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une clause qui prévoyait qu'une fois que le contrat signé, que la société produise ou non, on devait payer régulièrement les 50 millions de dollars. On l'a fait pendant X ans alors qu'ils ne produisaient rien du tout. Et on ne pouvait rien faire. Tout simplement parce que ça a été mal négocié. On n'avait pas su, effectivement, dans la délégation, avoir des avocats. Pas n'importe quel avocat. Il y a des spécialistes. Je crois que c'est l'exemple patent d'échec d'une négociation parce qu'on n'avait pas les personnes qu'il fallait. Le dernier point, quelqu'un a parlé de la recherche, je n'ai pas bien compris. Mais ce que je veux dire rapidement et simplement, c'est que l'État doit financer la recherche pour que la recherche l'aide à faire les bons choix.
Parce qu'effectivement, il suffit pour le gouvernement, le mieux c'est de faire des choix à partir de ce qu'on appelle des évidences scientifiques. Et pour cela, il faut que la recherche arrive à ratisser tout ça et à effectivement aider les décideurs publics. Merci. Merci beaucoup. Alioune, vous avez le micro, vous le gardez. Voilà, moi je vais intervenir d'abord sur la question de la dette et sur votre question. Moi je pense qu'il faut construire une opinion sur la dette et contre la dette, comme on avait construit à l'époque une opinion contre la Banque mondiale et le FMI sur les ajustements structurels. C'est-à-dire les mettre sur la défensive. Je suis totalement d'accord avec Mademba, demander carrément l'annulation de la dette. S'il y a une opinion africaine très forte, il y a des présidents qui l'ont fait déjà. J'ai vu qu'ils m'ont envoyé le document, peut-être qu'on va l'enrichir. Et cette opinion est toujours prise en compte de l'autre côté. C'est nous qui négligeons notre opinion, mais notre opinion publique contre la dette, ça peut compter. Ça, c'est un. De deux, moi je pense qu'il faut une bonne coordination entre l'État et les organisations de la société civile et le privé. Il y a une mauvaise coordination, il n'y a pas beaucoup de dialogue, les gens se méfient. Et il me semble que c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand surtout nous traversons une situation extrêmement critique comme celle-là, où effectivement, pratiquement, tout est possible. C'est pour ça que c'est important, je vous le dis, nous faisons notre part du jeu en se disant, ah, c'est tellement compliqué que maintenant il faut vraiment garder le profil bas. C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons exprès, en nous disant, mais écoutez, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais il faut que le gouvernement déverrouille. Parce que tous les Sénégalais disent qu'ils ont verrouillé. Il faut qu'ils déverrouillent, qu'ils parlent aux gens, qu'ils écoutent les gens, et qu'ensemble, vraiment nous faisons, comme on dit, le diagnostic, et nous sortions une thérapie en toute confiance. Parce que la confiance, elle est fondamentale dans les moments que l'on traverse. Merci beaucoup. Alioune, madame. Oui, merci. Je voudrais juste ajouter quelques mots. J'ai été particulièrement saisie par la première intervention. Madame, oui. Et pour compléter le professeur Bouna sur les aspects liés aux négociations, je dirais plutôt que lors des négociations, il faut se poser la question de qui négocie. Parce qu'en général, on ne met pas les gens qu'il faut lors des négociations et on passe à côté de l'essentiel. Et dans tout contrat, c'est un gagnant-gagnant. C'est entre deux parties, chacun avec son pouvoir de négociation, chacun avec ses intérêts qu'il défend. Même dans un contrat de prêt, lorsqu'il dit celui qui prête, il a besoin de prêter son argent. Moi, si je suis conscient que l'autre partie a besoin de prêter son argent, j'en fais un atout pour avoir un équilibre entre les deux parties. Je crois que nous sommes dans un pays où nous sommes victimes du niveau d'informalité. Le pays est très informel, les activités sont très informelles, ça joue sur la fiscalité, mais également c'est un atout. Parce que quand on regarde le secteur informel, ce qu'il est capable de mobiliser comme ressources, ce qu'il est capable de faire, les petites et moyennes entreprises, on voit des petites et moyennes entreprises qui lèvent des fonds dans des circuits informels. Même pour la question des transferts des immigrés, pour envoyer de l'argent maintenant, on n'a plus besoin de passer par des circuits officiels. Je veux envoyer 20 millions au Canada ou aux États-Unis, je remets ça ici à quelqu'un, l'autre remet l'argent. Donc, il y a un potentiel énorme qui existe dans l'économie à petite échelle qu'on n'exploite pas. Je pense que nos mots, on peut en faire des atouts pour le développement. Merci. Merci. Babacar. Merci beaucoup. Concernant la question du doyen sur les négociations, ça, au niveau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, nous l'avons bien compris, d'autant plus qu'en rédigeant une nouvelle stratégie de dette à moyen terme, là, on a tenu compte du fait qu'aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, on ne va plus accepter les offres spontanées. En réalité, quand on parle d'offres spontanées, c'est quoi? C'est que le bailleur, il vient, il a de l'argent. Il dit que voilà, je veux investir dans tel projet, tel secteur, et là, souvent les gouvernements sont tellement pressés de prendre l'argent, ils prennent l'argent sans regarder. Parfois même le bailleur, il est prêt même à financer l'étude, et vous le donnez sous forme de don, et voilà, et vous dirigez vers ce type de financement, et ce type de projet.
Ça, maintenant, c'est très bien compris. On a dit qu'on change de paradigme de financement. Il n'y aura plus les offres spontanées. Ça, c'est terminé. On a eu des cas où des gens sont venus négocier. On a dit non, on ne veut plus d'offres spontanées. Il faut aller regarder nos banques de projets, tout ça, etc. Les projets qui vous intéressent, vous venez et on négocie. Mais c'est nous, en réalité, qui aurons le lead par rapport à ce qu'on veut financer. Donc, nous sommes vraiment, on est tout à fait d'accord. Donc, par rapport au fait qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus changer de paradigme. Tout à l'heure, le professeur Alimbe est revenu sur la question des capitalistes, tout ça. C'est important. On a, dans le cadre du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, il y a une étude qui a été réalisée qui s'appelle l'étude sur les libertés économiques. L'objectif, c'est de dire, voilà, il faut qu'on soit bien classé sur les critères de liberté économique si on veut attirer les investisseurs. Quand on regarde le classement du Sénégal dans le cadre des libertés économiques, il y a des problèmes. Donc, il faut essayer de faire face à tout ça. Et ça peut être un facteur important qui va attirer les investisseurs. Là, peut-être je vais terminer avec la question sur la règle des 70%. Vous savez que cette règle-là n'a pas de fondement théorique ni économique. C'est durant les années 80 qu'un inspecteur du Trésor, en France, il y a Mitterrand qui demandait, vraiment les ministres me fatiguent là. Ils me demandent tout le temps de l'argent au niveau du budget. Donnez-moi un argument au niveau du ministère des Finances qui permette en réalité de pouvoir bien négocier avec ces ministres. C'est là où on l'a dit, s'ils vous demandent 3% du PIB, on ne peut pas le dépasser en termes de déficit budgétaire. Et après, ça a été repris un peu partout. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fondement théorique. Durant les années 2000, Renat et Rogoff ont produit une étude. Ils avaient trouvé 90% à l'échelle internationale. Mais quelques temps après, il y a un étudiant de master ou doctorat avec son professeur qui ont regardé le fichier Excel de Renat et Rogoff et qui ont montré qu'il y avait des erreurs, alors qu'il y a des gouvernements de pays développés qui avaient déjà commencé à calibrer leur politique économique à partir de ce résultat. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est quoi? Même si on dépasse les 70%, on est à 100%, c'est la consolidation budgétaire qu'on doit avoir d'ici 2029. Si on parvient à consolider, d'autant plus qu'aujourd'hui, le déficit, on veut l'amener vers 3% d'ici 2027, au regard de ce qui a été dit dans la stratégie d'endettement. Donc tout ça, ça nous permettra en réalité de maîtriser l'endettement. Parce que quand vous regardez le besoin de financement de l'État, à l'intérieur, il y a le déficit budgétaire, mais aussi il y a l'amortissement de la dette. Souvent, les gens l'oublient. Ils pensent qu'aujourd'hui, si je veux lever 4 500 milliards, je ne fais que m'endetter. Mais je suis en train de rembourser non seulement l'amortissement de la dette passée, mais aussi à l'intérieur des dépenses, il y a les intérêts sur la dette publique. Moi, je pense que ça, c'est des choses que les gens doivent quand même intégrer dans leurs analyses et ne pas faire peur aux gens. On est à 99%, oui, c'est vrai, mais en faisant de la consolidation budgétaire de manière quand même assez intelligente, on pourra vraiment assainir davantage les finances publiques et réduire le ratio d'endettement d'ici l'horizon 2029. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive malheureusement au terme de cette conférence, de ce panel. Nous savons qu'il y a beaucoup de frustration de part et d'autre. Les panélistes ont beaucoup de choses qu'ils auraient voulu ajouter. Malheureusement, le temps nous contraint. Et on me signale qu'il y a beaucoup d'autres participants qui voudraient prendre la parole, aussi bien les participants en présentiel que les participants en distanciel. Mais malheureusement, il va falloir qu'on arrête comme on avait prévu de le faire à cette heure-ci. On avait prévu d'arrêter à 18h, il est 18h04. Je voudrais m'excuser pour ce léger dépassement. Et vous donnez rendez-vous dans un mois, parce qu'il y aura d'autres débats sur d'autres thèmes liés à l'économie. Mon appréciation personnelle est que les médecins et les juristes font beaucoup plus que les économistes en termes de contribution au débat public, et c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait qu'on corrige, et on essaiera de jouer notre partition. En tout cas, je remercie énormément les panélistes d'abord, en commençant par Ida qui se connecte depuis Cape Town, mais
également tous ceux qui sont ici, professeur Babacar Sène, professeur Mayem Ndoye, Alioune Tine, professeur Bounagna, remercier le comité d'organisation qui a fait un travail excellent pour la logistique, comme je l'ai dit au début, et remercier tous ceux qui se sont donné la peine de venir nous rejoindre et surtout les gens qui ont pris la parole pour faire des contributions, poser des questions. Donc on vous remercie tous et on vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre session qui sera sous forme d'un panel ou d'une conférence, mais de discussion, de dialogue, d'engagement avec vous. Merci d'être venu et la séance est levée. Bien sûr, en applaudissant très fortement nos panélistes. L'importance de ce panel aujourd'hui, notamment avec notre thème qui est politique publique et financement durable, le défi de l'architecture financière internationale actuelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème d'aujourd'hui? Mais on peut retenir beaucoup de choses. Quand on parle des flux financiers internationaux, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. La première chose à laquelle on peut penser, c'est les flux d'aide publique au développement. Alors, c'est des flux sur lesquels on a énormément de tensions actuellement, notamment pour les pays africains. Il y a également les flux d'investissement direct étrangers qui sont également sous tension. Il y a les flux d'emprunts internationaux qui sont en difficulté. Il y a la faiblesse de l'épargne domestique et les difficultés qu'on a pour mobiliser les sources internes de financement international et qui sont également un défi. Donc on a voulu adresser toutes ces questions-là en même temps. Et on a réuni un panel diversifié et chacun des panélistes prenant en charge une question donnée. L'objectif de ce panel, c'est quoi? Mais éclairer l'opinion sur les défis et du financement des politiques publiques auxquelles nos pays font face. Nous avons besoin de réaliser des investissements et ces investissements ont besoin de ressources financières pour être réalisés. Mais on en est à un niveau où, pour la plupart des pays africains, on a même besoin de concours extérieurs pour couvrir nos dépenses budgétaires et faire face à une crise de paiement. Parce qu'il faut savoir que s'il y a une crise de balance de paiement, la conséquence immédiate qui en découle, c'est qu'on a du mal à importer. Dans des économies où on importe tout, pratiquement tout ce qu'on consomme, ce serait catastrophique. Quand il y a une crise de balance de paiement, une implication directe, ça peut être une dévaluation. Et tout le monde connaît les implications négatives d'une dévaluation dans notre économie, dans nos sociétés. Mais tout cela, ça demande un dialogue. Et ce qu'on a voulu initier ici, à travers des décideurs, mais également des universitaires, et des praticiens du développement, et avoir une discussion féconde dont nous espérons que des solutions idoines sortiront pour relever ces défis qui sont vraiment des défis importants pour nos pays. Ben, écoutez, il y a par rapport au Sénégal les mêmes défis que pour les autres pays, les Africains. Il s'agit d'être très prudent au niveau de la gestion des finances publiques, d'être assez ouvert pour élargir les partenariats au niveau international, parce que clairement, c'est une solution qui ne pourra pas être trouvée seulement par des initiatives internes, puisque ça met en place des bailleurs, et des débiteurs et des créanciers. Donc, il faut discuter, il faut trouver des compromis. La tâche est ardue, mais je crois qu'on peut y arriver. L'analyse, justement, ce fantastique laboratoire d'analyse des politiques de développement, vraiment qui ouvre, si vous voulez, ses portes à pratiquement toutes les disciplines pour venir discuter d'économie. Je trouve que c'est quelque chose de fantastique. En tout cas, moi, j'ai été très, très content, j'ai eu énormément de plaisir et j'ai beaucoup appris auprès de toutes les communications qui ont été faites. Et encore une fois, je remercie beaucoup le recteur Amadi Alimbaye de m'avoir invité à cet exercice. Professeur Bouna, vous avez été interpellé par rapport à la mobilisation des ressources domestiques. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette question-là? Par rapport aux ressources domestiques,
la principale ressource, c'est l'impôt, hein, parce qu'on sait qu'un État se finance entre l'impôt par l'emprunt, par la création monétaire, mais comme on est dans une zone monétaire qui exclut ce financement monétaire, je crois que le financement va reposer essentiellement sur l'impôt. Et pour cela, l'objectif devait être de se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle le potentiel fiscal, c'est-à-dire le maximum de ressources qu'on peut mobiliser compte tenu de la structure de notre économie et compte tenu également des institutions qui sont en place. Alors pour le Sénégal, pourquoi on est encore un peu loin de cette frontière? Au moins pour deux raisons. Parce que si on regarde la structure de l'économie, on voit que l'économie est nettement dominée par le secteur informel. Un autre facteur également, c'est qu'on est dans un pays où le niveau des dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations qui sont accordées, sont extrêmement élevées. Et pour maintenant nous rapprocher effectivement de cette frontière, il faudrait certainement faire des réformes pour amener le secteur informel à payer davantage d'impôts. L'autre axe aussi, c'est la rationalisation de ces dépenses fiscales. Le thème qu'on a discuté aujourd'hui et qui portait sur le financement des infrastructures publiques, à notre avis, revêt un caractère important du point de vue des défis de développement, du rôle que les infrastructures jouent pour le développement et pour le bien-être des populations, mais également du point de vue des défis de financement. On en a beaucoup discuté aujourd'hui des différents modes de financement, l'aide publique au développement, les financements privés, le partenariat public-privé, le financement interne également. Donc c'est des modalités de financement, mais on est dans un contexte assez difficile et il faut trouver les moyens de financer son développement. Et pensez-vous que ça sera facile de relever ces défis? Alors, ça sera facile parce que les compétences sont là et je pense que cette rencontre d'aujourd'hui, à son sens, c'est des universitaires, société civile, mais également le profil des acteurs qui ont été invités. Je pense que cette entrée en contact de plusieurs acteurs de côtés différents est utile parce que ça permet d'échanger, ça permet de mettre l'accent sur des points d'attention clés et de susciter la réflexion également pour trouver des solutions. Professeur, avec tout le débat que nous avons sur le plafond de 70%, vous dites qu'il n'a pas de base scientifique. Effectivement, quand on regarde ce plafond-là, 70, c'est vrai, ça permet aux pays de converger, ça sert à la commission de l'UMOA d'avoir des critères de surveillance multilatéral, mais en termes de fondement économique, il n'y a pas vraiment de vrai fondement. Donc en réalité, ce qui est important, c'est quoi? Si vous atteignez un niveau d'endettement important, c'est de pouvoir faire de la consolidation budgétaire. Qu'est-ce qui drive en réalité la dette et le déficit? C'est quoi? C'est la différence entre le taux de croissance de l'économie et le taux auquel on s'endette. Donc si dans le pays, on parvient à générer de la croissance et on parvient aussi à avoir un niveau de consolidation budgétaire acceptable, ça devrait permettre de régler le problème d'endettement auquel on est confronté. Même si on sait qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit il y a quelque temps, la dette du Sénégal reste toujours soutenable. Il suffit maintenant d'avoir de la consolidation budgétaire, de respecter ça. Le ministère des Finances a déjà projeté d'aller vers 3% du PIB en 2027. Donc c'est un message important qu'on envoie donc, aux investisseurs qui sont ici, mais aussi aux investisseurs qui sont à l'échelle internationale. Et c'est important, ça permettra en réalité de stabiliser la dette à moyen terme. Comment comprendre si la dette est soutenable, que les agences de notation nous soient dégradées? Les agences de notation nous dégradent, il y a beaucoup de critères. Parmi ces critères-là, c'est vrai, il y a le ratio dette sur PIB donc qui a fortement progressé, mais aussi la dégradation est liée au fait que les facteurs de gouvernance en 2023 s'étaient détériorés en réalité. Et quand vous regardez le dernier rapport que Moody's a publié, il y a un rapport qu'il vient de publier hier, le rapport détaillé de notation, vous voyez que la gouvernance aussi de 2023 a impacté fortement la notation du Sénégal sur le marché international. Et je rappelle aujourd'hui, le Sénégal a les mêmes niveaux de notes que l'Égypte, le Kenya, etc., aux alentours de B3 qu'on appelle B- dans la notation de S&P.